Bonjour à tous, on va attendre encore quelques instants pour démarrer, mais on est sur le point de démarrer. Elle n'est pas au bon endroit. En fait. On n'a pas l'autre intervenant, faut qu'il baisse son micro, on l'entend quand il tape. Oui. On est en conférence. Moi je le balance. Voilà. Alors c'est parti, bonjour à tous, on vient d'avoir Bastien qui vient de s'afficher à l'écran. Donc merci à tous d'être présents à cette table ronde. Donc je pense que vous êtes plus présents en ligne que dans la salle. Je suis le fondateur de Guti, donc, qui est un réseau d'agents du digital et des startups qui est déjà présent à Toulouse, Montpellier et Dakar. Et effectivement, nos agents font le lien entre les entreprises et les innovations digitales. Et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce panel et cette table ronde de qualité. On a pas mal échangé déjà en amont et je pense que les discussions vont être très intéressantes. Donc nous avons aujourd'hui présent à cette table ronde Anne-Sophie Jiménez, qui est la cofondatrice de WeDid, une start-up spécialisée dans l'immersive learning, c'est-à-dire la réalité virtuelle appliquée à la formation professionnelle. Anne-Sophie auparavant a travaillé chez Orange, où elle a fondé en 2015 la Learning Agency, l'entité notamment en charge de l'open innovation dans la formation, c'est exact. Nous avons Loïc Dosser, également plus de 500 startups par an quand même. Et comme la mêlée, Loïc est depuis 20 ans dans l'accompagnement des entreprises innovantes et dans l'open innovation. Et il nous fera part de son retour et de son analyse sur le sujet. Nous avons Karim Bendia, qui est le fondateur de la startup toulousaine Advise, une startup spécialisée dans la capture de la data qui gère 2 millions de messages par jour, provenant de plus de 6000 objets connectés dans le transport ou encore dans la santé. Karim innove aux côtés de nombreux grands groupes aujourd'hui. Et auparavant, il a travaillé pour de prestigieux industriels comme Motorola, Siemens ou encore Continental. Et effectivement, nous avons en ligne, et depuis Bordeaux, Bastien Giner, qui est le responsable innovation de Cdiscount, le leader du e-commerce à la française, qui a réalisé 4 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière. Et effectivement, il est avec nous en visio depuis Bordeaux. Il est le bon élève de cette table ronde. Il a mis en place chez Cdiscount une POC Factory qui fonctionne avec plus de 150 expérimentations depuis 3 ans. Donc il nous fera part de son témoignage en introduction un petit peu, parce que vu qu'il est à distance, ça sera plus facile. Alors le sujet aujourd'hui de la table ronde est effectivement l'open innovation, le bilan des 5 ans. Alors l'open innovation, moi ça me fait penser à l'histoire des 6 aveugles indiens, je ne sais pas si vous la connaissez, qui touchent pour la première fois un éléphant. Et en fait, le premier touche le flanc, pense que c'est un mur, le deuxième touche la défense, pense que c'est une lance, le troisième la trompe, pense que c'est un serpent, le quatrième une jambe, pense que c'est un arbre, un autre touche une oreille, pense que c'est un éventail, et enfin le dernier touche la queue et pense que c'est une corde. Et donc la réalité, en fait, c'est qu'ils ont tous raison et que c'est ensemble qu'on va pouvoir effectivement définir la vision complète de ce qu'est l'open innovation et les opportunités qu'elle nous offre. Open innovation, innovation ouverte en français, on peut dire aussi innovation partenariale. Alors l'open innovation, c'est de mon point de vue de partager les idées et les moyens, mais c'est également de partager le risque et les bénéfices. Donc on verra ensemble si c'est le cas. C'est Henri Chesbourg qui l'a inventé en 2003, mais en réalité c'est une pratique qui date des années 60. Mais effectivement aujourd'hui on se concentrera sur le bilan, pas des 50 dernières années, mais des 5 dernières années ensemble, c'est déjà pas mal. Et donc ce qui est sûr, c'est que l'open innovation, c'est pas gratuit, même s'il y a le mot open dedans, on peut faire l'analogie avec open source. Ça fonctionne pas comme l'open source, mais quoique, je compte sur Loïc pour nous faire une conclusion sur le sujet, parce qu'on a évoqué des axes et des similarités assez intéressantes entre les deux sujets. Alors du coup, on bascule tout de suite, j'en suis désolé, avant de vous donner la parole sur les interactions avec Bastien. Est-ce que Bastien, tu nous entends correctement ?
Oui, très bien. Bonjour à tous. Avec ce micro, je t'entends très bien. Avec l'autre, je me sens un petit peu seul. Bon, très bien. Alors, Bastien, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Cdiscount, l'ADN digital assez particulière de Cdiscount, et également ta vision de l'open innovation qui était assez intéressante, où tu dis beaucoup qu'il faut s'adapter aux partenaires et que c'est un élément important de la réussite des projets. Oui, en effet. Alors peut-être un petit brief sur qui est Cdiscount. Donc Cdiscount, on fait partie du groupe Casino, donc on est leader français du e-commerce non alimentaire. Je vais vous donner quelques chiffres pour remettre dans le contexte qui est Cdiscount, qui nous sommes. Cdiscount, c'est une entreprise qui a maintenant 20 ans. On a 20 millions de visiteurs uniques par mois et il y a à peu près 20 millions de colis qui ont quitté nos entrepôts l'an dernier. Au tout départ, Cdiscount était un vendeur de produits et ensuite nous avons créé une plateforme qui nous permet de brancher des milliers de vendeurs sur une marketplace à des millions de clients. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous distribuons 60 millions de produits et de services dans la mesure où Cdiscount distribue aussi de l'énergie, de la téléphonie, du voyage, de la billetterie. Pour aller un peu plus en détail sur les sujets d'open innovation, en effet, on en a parlé ensemble avant de monter cette visio-là. Mon sentiment, c'est que l'open innovation, c'est tous les projets que l'on va pouvoir monter avec les écosystèmes innovants qui visent à améliorer, la performance de l'entreprise et l'expérience qu'on va donner à nos clients dans le but de couvrir des besoins qui ne sont pas adressés. Donc ça, c'est ma vision de l'open innovation. Donc elle est très écosystémique, elle se veut être ouverte et travailler avec des incubateurs, des accélérateurs, des laboratoires, des universités, des startups, mais aussi d'autres corporates. On le dit pas souvent, mais on peut mener de beaux projets d'open innovation ou faire du partage d'expérience avec d'autres corporates. Et en effet, on a une approche qui se veut être assez adaptée à la structure de nos partenaires, dans la mesure où, on l'évoquera peut-être par la suite, mais on a vraiment adapté nos process à travailler avec différentes typologies de partenaires dans le but de mettre rapidement en exécution des expérimentations avec des tiers. Alors tout à fait, on a évoqué le fait que... Oui, tout à fait. Alors en fait, on a surtout adapté un process dédié à l'expérimentation avec des startups. Pas de secret, les startups et les grands groupes ne travaillent pas de la même manière. Donc sur ce pan de l'open innovation qui se veut être en relation avec les startups, on a monté plusieurs dispositifs. On a monté un dispositif qui s'appelle en effet la POC Factory, que j'ai pu entendre citer en introduction tout à l'heure, qui vise en fait à créer un fast track, des process allégés pour mettre à disposition des métiers et des startups une collaboration qui soit sans douleur. Donc là, on va toucher à des process qui sont IT, décisionnels, juridiques, financiers, sécuritaires, qui sont plus proches de ce qu'une startup peut accepter. Ces process-là, on va les dupliquer sur les autres typologies de partenaires. Ça, c'est pour créer de la valeur à court terme en menant des expérimentations avec des produits sur étagère de startup. On a aussi vocation à mettre en place des méthodologies et des process pour aller faire de l'innovation plus adjacente ou disruptive. Et donc là, on a créé deux structures d'accompagnement, une qui s'appelle The Warehouse, qui est en fait un programme dédié à la logistique de demain, et l'autre qui s'appelle Le Lab, qui est un laboratoire d'innovation, marketing et data, où là on met sur ces deux programmes à disposition nos experts, que les startups vont aller choisir, mais également deux terrains de jeu, nos entrepôts, et 250 téras de données que les startups peuvent utiliser, notamment pour entraîner leurs algorithmes. Et avec ça, on va co-designer, donc construire ensemble des solutions qui répondent à un besoin marché, qui vont pouvoir aller vendre à d'autres personnes que Cdiscount derrière, et qui est un besoin qui n'est pas encore adressé. Alors justement, effectivement, c'est assez intéressant. Vous autorisez les startups avec qui vous collaborez à pouvoir collaborer avec d'autres concurrents à vous ? Oui, bien entendu. Alors, dans la mesure où on mène simplement des expérimentations dans le cadre de la POC Factory, on est finalement simplement un client. On permet juste, via un process allégé, d'aller tester la proposition de valeur d'une startup. On lui dit, avant de s'attaquer à des process un peu plus lourds d'intégration, travaillons sur le chemin le plus court et menons une expérimentation pour valider qu'on a la volonté d'industrialiser notre relation. En revanche, donc là c'est naturel qu'on laisse le choix aux startups d'aller travailler avec tous nos autres concurrents. En revanche, sur la partie de co-design, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains corporates qui prennent plutôt le parti de restreindre la capacité des startups à collaborer par la suite avec d'autres grands groupes. Nous, on fait le choix de leur laisser l'option d'aller travailler avec d'autres grands groupes. On demande juste d'être le premier client à être livré, donc on investit des mois, voire des années de co-design. On leur demande simplement d'être les premiers à pouvoir bénéficier de cette valeur qu'on a créée ensemble. Mais bien entendu, notre objectif, c'est de créer des belles histoires et que ces startups-là puissent derrière s'épanouir et se développer.
Et est-ce que tu as un peu des datas, des chiffres sur les résultats de la POC Factory? Oui, POC Factory, donc on l'a mise en place il y a un tout petit peu plus de 3 ans. On a sourcé au sein des écosystèmes, donc en fait la manière dont on source des startups pour servir la POC Factory, mais également The Warehouse et le Lab, on le fait en partenariat avec des gens, notamment des gens qui sont autour de la table. Donc j'ai cru entendre qu'il y avait donc Loïc autour de la table de Paris & Co. Donc on travaille avec des institutionnels, des incubateurs, des accélérateurs, des fonds d'investissement qui vont être nos yeux et nos oreilles en fait en région, en France, mais aussi en Europe et hors des frontières européennes, pour aller identifier des startups qui répondent à nos besoins. Grâce à ça, en 3 ans, on a sourcé un peu plus de 2500 startups qui sont vraiment très ciblées sur nos métiers e-commerce. On a rencontré un peu plus de 500 startups avec lesquelles on a étudié la possibilité de monter des expérimentations ensemble. On a réalisé 151 expérimentations en 3 ans et on en a industrialisé 65%, ce qui est relativement important en termes de taux d'industrialisation, dans la mesure où on a vraiment trouvé le bon process pour fitter le problème à la startup qui va bien et derrière de mettre en place les bons indicateurs pour s'assurer que l'on sache prendre la décision d'industrialiser ou non à la fin d'un POC. Et est-ce que tu aurais des exemples de startups avec qui vous avez collaboré? On avait parlé d'une startup Exotech. Oui, c'est un très bon exemple. Je vais vous donner des exemples de succès, mais peut-être aussi d'échecs, parce que je pense qu'on est là pour partager tout ça. Un exemple de succès qui nous a vraiment envie de structurer The Warehouse. Donc The Warehouse est né d'une collaboration avec une startup qui s'appelle Exotech Solutions. Ce sont 2 ingénieurs qui sont venus dans nos entrepôts et qui nous ont proposé de s'associer à eux pour monter un projet assez fou qui visait à développer des flottes robotiques autonomes de préparation de commandes qui vont évoluer en 3 dimensions. Donc, ce qu'on voit beaucoup dans les entrepôts de géants chinois ou américains sont des robots qui évoluent en 2 dimensions. Là, le but, c'est de monter des structures de 10 mètres de haut. Donc, on a monté un MVP ensemble avec 2000 bacs et 8 robots. Au bout de quelques mois, on a industrialisé à 50 000 bacs et 45 robots. Cette startup, à la sortie de notre accompagnement, elle a fait une très belle levée de fonds et elle est allée travailler avec d'autres corporates dans la foulée. Comme je le disais, on ne l'interdit clairement pas. Donc aujourd'hui, ils travaillent de souvenir avec Leclerc, Carrefour. Ils ont même signé, je crois, pour 2500 robots avec Uniqlo au Japon. Donc c'est un vrai succès et c'est pour ça qu'on a vraiment structuré ce programme de co-design pour réitérer ce succès-là. Donc je peux en mentionner plein d'autres. Sur les 151 expérimentations, j'ai envie d'en citer plein parce qu'il y en a plein qui sont très belles. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de citer une des premières. Donc je ne mettrai pas de nom de start-up derrière cette collaboration, mais la première start-up avec laquelle j'ai voulu tester le process en place. Donc ça a été une somme d'échecs ou de points de friction, mais c'est peut-être la collaboration qui nous a le plus appris dans la mesure où on a vraiment réussi avec cette start-up à aller relever tous les points de friction dans notre process et qui nous a permis de monter justement ce dispositif de POC Factory. Donc il faut savoir aller se frotter à l'échec et les cumuler pendant plusieurs mois pour réussir à enfin trouver le bon process. Très bien. Alors du coup, je vais te poser une dernière question. Après, on essaiera de lancer les échanges, faire une vraie table ronde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des initiatives dont vous avez fait preuve durant le confinement, durant cette période Covid, parce que justement, l'Open Innovation vous a permis de réagir fortement, quoi. Oui, alors c'est une période qui est particulière pour tout le monde, qui a été plutôt bénéfique pour le e-commerce et notamment pour Cdiscount, dans la mesure où sur la période de confinement, on a eu quand même plus 50% de nouveaux clients par rapport à l'année dernière à la même période, avec des populations qui sont parfois même des populations âgées qui gardent ce mode de consommation et qui voient que c'est bien pratique. Donc on a vraiment une croissance importante, plus 40% sur notre marketplace. Donc voilà, on est dans un contexte qui nous était quand même très favorable pendant ce confinement. Donc je veux quand même remettre les choses en perspective. On a eu la crise à gérer, mais on avait quand même un trafic qui était important. Le fait d'avoir travaillé sur des process en amont et d'avoir acculturé nos collaborateurs à l'expérimentation, ça nous a donné un socle d'agilité qui était le bon pour faire face à cette situation. Ça, couplé à un socle technologique qui est aussi préparé dans la mesure où notre métier, c'est d'être une marketplace, d'être une plateforme, et donc de brancher des tiers avec nos clients, on a su très rapidement réagir à des nouveaux modes de consommation, à des nouvelles demandes de nos clients. Je vais citer quelques exemples. On a su mettre en place très rapidement des partenariats avec des tiers qui permettaient à nos clients de poursuivre leurs grands projets de vie. Donc typiquement, on a mis en place, là, au cours du 2e trimestre,
une collaboration avec Preto, qui est un courtier 100% digital et qui a permis à des clients de poursuivre leur projet d'achat. Dans la continuité des projets, on peut aussi parler des jeunes qui souhaitaient passer leur permis. On a passé un partenariat très rapide avec lepermislibre.fr qui vise à proposer à nos clients des permis à moins 35% face au prix du marché et surtout de pouvoir commencer à initier leur permis à distance. Et aussi, on a répondu à une offre qui était croissante via un partenaire également, qui est une offre d'alimentaire local. Donc, on sait que c'est un sujet qui a été très montant pendant cette période de confinement. Et donc là, on s'est associé à Bon pour tous, qui est en fait un tiers qui nous a permis de proposer une offre alimentaire locale à nos clients. Donc, je pourrais en citer plein des exemples comme ça. Mais voilà, en quelques semaines, on a réussi à vraiment adapter notre offre pour répondre à une demande nouvelle, dans la mesure où on était prêt en termes de process, d'acculturation et de méthodologie à le faire. Merci beaucoup Bastien pour ce témoignage. Finalement, on n'hésite pas pendant la table ronde. Si tu veux réagir, si tu entends, tu n'hésites pas, voilà, tu sollicites la parole. Je fais de mon mieux, je suis à disposition en tout cas pour répondre à tes questions. Et merci pour toutes ces belles initiatives. Merci. Alors, tout simplement, c'était pas prévu effectivement que Bastien fasse en premier, mais des questions de logistique nous ont amené à ça. Du coup, je voulais vous donner la parole en premier à Anne-Sophie. On peut peut-être profiter pour raconter un petit peu votre histoire, comment vous en êtes arrivé à devenir start-upeuse, et peut-être rebondir sur justement ce qu'a dit Bastien et les démarches et les choses qu'il a mis en place. Peut-être c'est des choses que vous auriez aimé bien avoir dans les structures dans lesquelles vous étiez avant, et que vous n'avez pas forcément vu. Alors, je vous laisse vous lancer. Alors, il y a plusieurs questions. Si on veut être synthétique, j'allais dire, moi, ce qui m'a amené à être start-upeuse, c'est, je pense qu'il y a une partie de personnalité qui fait que j'avais déjà essayé de monter une start-up quand j'étais encore en école de commerce, et j'en parlais à un jeune start-upper tout à l'heure. Je lui disais, t'as de la chance aujourd'hui, c'est tellement facile. Nous à l'époque on galérait parce que on parlait même pas de ces sujets. On parlait pas de start-up, on parlait pas d'open innovation. Moi, quand je disais que je voulais être entrepreneuse dans une école de commerce, les gens me regardaient comme si j'étais une espèce d'animal bizarre, parce que tout le monde voulait faire de l'audit ou du marketing dans la grande conso, voilà. Et puis les années se passent, voilà. Et puis je suis dans un groupe qui s'appelle Orange. Et en fait, tout mon parcours chez Orange, ça a été un parcours, finalement, j'ai appris le mot qu'après, mais d'intrapreneur. Où tout au long de mon parcours, j'allais dire, ma plus grande qualité, ça d'avoir été un chaman. Et pourquoi un chaman? Parce que je faisais parler des mondes qui ne se parlaient pas. Et en l'occurrence, un grand groupe comme Orange avec des startups. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde de l'innovation en me bataillant en fait avec les directions des achats, avec les juristes d'Orange, et en accompagnant des startups aussi à comprendre que une grande entreprise, c'était normal qu'ils reçoivent pas une réponse en leur mail tout de suite, parce qu'on avait une autre temporalité. Et je pense que finalement dans ce débat autour de l'open innovation, il y a beaucoup ça. Il y a un sujet de décalage entre deux mondes. Et grâce à l'exemple de Cdiscount, on voit qu'il y a des endroits où les deux mondes peuvent se parler et peuvent coopérer. Et donc, je trouve ça juste génial. Par contre, il faut bien comprendre que c'est pas le cas partout. On a encore beaucoup de progrès. Il y a un énorme décalage entre la communication des grands groupes autour de l'open innovation et la réalité des budgets qu'ils y consacrent. Et c'est moi plutôt ce que j'ai vécu chez Orange. Et voilà. Et pour en revenir à ce qui fait que j'ai monté une deuxième start-up aujourd'hui, c'est simplement que justement mon idée, je n'arrivais plus à la développer dans le contexte dans lequel j'étais, et c'est pour ça que j'ai décidé de sauter le pas. Voilà. Très bien. Alors, sachez, Bastien, quand j'ai parlé avec lui effectivement de tout ça, m'a expliqué que aussi la raison de pourquoi Cdiscount a pu mettre en place toutes ces initiatives, c'est parce que c'est un acteur qui était full digital dès le début, et que du coup, en fait, c'est beaucoup plus facile dans cette culture de mettre en place ce type de démarche. Mais effectivement, au regard de ça, c'est un petit peu un bon élève. Est-ce que Loïc, justement, on pouvait rappeler un peu la genèse peut-être de Paris Senco, et effectivement confirmer ou infirmer que Bastien et Cdiscount est un bon élève? Alors, bonjour à tous et à toutes. Je ne vais surtout pas infirmer Bastien, puisqu'il nous cite gentiment, et qu'effectivement, Cdiscount est un des très beaux exemples de la place en matière d'open innovation, et probablement un des pionniers qui a su faire une très belle révolution. Paris & Co, on a eu la chance de pouvoir aborder le sujet de l'open innovation en 2012.
donc assez tôt finalement en France. Et ça s'est fait, je me souviens très très bien de la première réunion, on s'est dit tiens, il faut qu'on s'y mette. C'était une réunion avec quelques cadres de grandes boîtes. Il y avait la RATP, Aéroport de Paris et 2-3 autres. Ils ont échangé leur carte de visite, c'était marqué directeur de l'innovation, il n'y avait aucune femme. Déjà, premier signal. 4 hommes, je crois, directeur de l'innovation. Et puis nous, on leur a dit gentiment, les Paris & Co, on leur a dit ok, c'est quoi votre fonction et votre attachement, et vos budgets et vos équipes. Et il y avait 4 schémas différents. Et tous les 4 nous disaient, on va travailler avec des startups. Et là, on se dit, tiens, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les concepts un peu outre-Atlantique, parce que c'est quand même un peu souvent là-bas que ça commence à nous chatouiller. Et puis, effectivement, on plonge vraiment complètement dans l'open innovation, dans les théories de l'open innovation et dans les pratiques. En 2012, je suis allé rechercher. Alors, on vient de terminer, et on vient de faire la publication la semaine dernière d'un très gros dossier avec un institut de recherche qui s'appelle Conseil Recherche, qui a réuni 4 grands groupes et nous, pour travailler justement sur cette relation start-up grand compte et en faire un bilan. Donc j'ai quelques bons éléments en exclusivité. On est allé explorer les 2 termes, start-up et open innovation, dans les rapports annuels des grandes entreprises françaises. En 2008, aucune occurrence pour start-up, aucune occurrence pour open innovation. En 2013, 0 occurrence start-up, 2 occurrences open innovation. Alors c'est des occurrences sur une base tendancielle à 100 en année 0, etc. D'accord, donc c'est des facteurs. Je passe vite. En 2018, et c'est où je veux en venir, c'est que la start-up n'est pas le cœur de l'open innovation. En 2018, on est à 2 occurrences start-up et à 10 pour l'open innovation. Donc les grands groupes ont massivement inscrit dans leurs rapports annuels l'open innovation 5 fois plus que la relation start-up. Ça, c'est le premier enseignement qu'on a pu ressortir à terme. À l'époque, effectivement, nous, on a construit l'Open Innovation, le club Open Innovation de Paris & Co, qui a vu passer au total 122 grands groupes, dont Cdiscount, en moyenne 50 grands groupes en année standard, comme un outil effectivement de construction du job board, enfin du desk job plutôt, du directeur de l'innovation dans sa relation start-up. Et comme le citait Bastien, ils se sont retrouvés noyés sous des centaines de propositions de valeur apportées par des jeunes boîtes, et notre job était d'accompagner tout ça. C'est là, sur les 8 ans écoulés, surtout sur les 4 dernières années, 120 appels à innovation, 2500 candidatures relevées, donc très ciblées. On est sur 450 rendez-vous, pareil, très triés sur le volet entre start-up grand compte, etc. Je passe sur les détails. 150 collaborations actives, identifiées uniquement sur le club. Je passe sur tous les autres programmes de Paris & Co. Bon, Bastien a déjà cité au travers de sa propre entreprise, mais on a vu passer des choses avec Butagaz et une jolie petite start-up qui s'appelle FanVoice, que beaucoup connaissent sur une plateforme autour de la relation client, Shell et Hermeo, ou plus récemment L'Oréal et Magma Technologies sur la supply chain. Donc des réussites dans de très nombreux secteurs, des boîtes effectivement full digital et puis d'autres qui sont sur de la logistique, sur du hard, sur de la grosse infra, ça marche aussi. Qu'est-ce qu'on a relevé également de cette grosse étude? Elle est énorme, donc j'ai retenu trois points un peu clés. C'est une amélioration, pour être positif, une amélioration tendancielle de l'open innovation en France. Donc effectivement, il reste beaucoup de points durs sur lesquels il faut travailler. Mais on s'aperçoit dans l'enquête qui a été conduite auprès de très nombreuses entreprises qu'effectivement, il y a une meilleure compréhension réciproque des systèmes de contraintes. Et ça rejoint ce que disait Anne-Sophie, c'est que très souvent, quand on ne comprend pas l'autre, quand on ne le connaît pas, on a tendance à penser que c'est lui le mauvais et puis que nous, on est le bon. Donc ça a été un peu la théorie ou l'approche de certains opérateurs au début des années 2010-2015, c'est de dire gentil start-up, méchant grand groupe. Et puis Lamennais a toujours témoigné de cette alliance, plutôt de dire aussi, faisons une alliance positive. Donc ça, on le relève de façon assez massive, c'est-à-dire qu'on se connaît mieux. Et puis il y a eu des interpénétrations. Et on a de très beaux exemples, puisque Bastien, je crois qu'il a créé une start-up à un moment ou à un autre, et il a rejoint un grand groupe. Et puis on a l'inverse avec Anne-Sophie, qui vient d'un grand groupe et qui a créé une start-up. Donc tout ça favorise énormément la connaissance réciproque et donc l'amélioration du système. On est aussi passé en 2010 globalement d'une veille que je qualifie d'inquiète. On est dans ce moment où on se dit, tiens, Kodak est tombé parce qu'il y a une start-up qui l'a fait tomber. Non, Kodak est tombé parce qu'ils ont été nuls. Enfin, c'est tout. Mauvaise stratégie, mauvais choix. Ils se sont assis sur leur techno argentique. Ils avaient tout pour le numérique et voilà, ils n'ont pas pris le virage. C'est pour qu'on ait un cas d'école pour les étudiants. Toujours. Kodak, ça marche très bien. Tant pis pour eux. J'adore Kodak, je suis photographe. Mais on était dans ce moment où les grandes entreprises se disaient, il y a une start-up qui va surgir dans l'ombre, il ne faut pas que je la rate.
Donc on était inquiet, on était en défensif. À aujourd'hui, une Open Innovation qui est beaucoup plus tournée sur l'amélioration des process de production, sur la fameuse expérience client, consommateur aussi, massivement. Donc c'est devenu un atout, c'est devenu un allié dans une stratégie d'entreprise, preuve en est, puisqu'on le voit dans le rapport annuel de toutes ces grandes entreprises. Donc ça n'est plus un facteur défensif, c'est un facteur de construction, si tant est qu'il soit offensif. Et puis pour terminer, parce qu'après je vais être extrêmement bavard, 2 derniers petits points. Il y a 3 qualifications de l'innovation. Il y a l'innovation incrémentale, qu'on connaît bien en France parce que c'est celle qui a construit les Airbus, qui a fait les chantiers navals de l'Atlantique, le TGV, etc. C'est-à-dire qu'on améliore un existant. Il y a l'innovation adjacente, on va passer légèrement sur son côté pour se développer. Et puis il y a la disruption. Il y a eu le rêve de la disruption avec le monde start-up. Déception, en fait, on n'a pas fait de disruption. En vrai, il y en a eu très, très, très peu. Et ce qu'on voit aujourd'hui, nous, assez massivement, c'est une open innovation au service de l'innovation incrémentale. Donc, en fait, on est en train de revenir quelques années en arrière. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour améliorer les process. Alors, on va le voir justement. Karim, est-ce que justement vous pouvez confirmer ou infirmer ça? Je sais qu'il y a eu un rapport de la French Tech, vous êtes également vice-président de la French Tech Toulouse. Il y a eu un rapport assez alarmiste de la French Tech justement sur l'open innovation. Est-ce que justement, je sais un petit peu la réponse, mais au travers de vos échanges, est-ce que vous pensez que l'open innovation et le jeu en vaut la chandelle pour une start-up d'aller essayer de faire ça? Alors déjà, mon expérience avec l'open innovation a démarré il y a 30 ans, quand j'ai commencé à travailler. À l'époque, c'était des transferts technologiques entre des labos et des grosses structures. Donc j'étais à Motorola à Toulouse, qui avait transféré des technologies du laboratoire du LAS. Il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de start-up, il n'y avait pas derrière des gens qui risquaient de perdre leur travail. Le LAS, ça appartient au gouvernement, donc ce sont des transferts techno. Donc ensuite, je suis allé dans une start-up qu'on a créée à partir de Motorola, et où là, on s'est confronté aux grands groupes. Et là, grand groupe, souvent c'est POC, et pas de business. Et donc déjà à l'époque, c'était en 2006-2007, j'ai réalisé que, bon, j'étais pas à la tête de la start-up, mais j'ai réalisé que l'époque, ça pouvait tuer des start-up. Et donc on n'en parlait pas beaucoup, à l'époque il n'y avait pas French Tech, il n'y avait pas tout ça, il y avait des petites structures, je ne sais même pas si on appelait ça des start-up, mais il y en avait beaucoup qui mouraient parce qu'ils faisaient 2-3 POC, pas d'argent, ça finissait. Donc quand j'ai rejoint Continental, après que cette start-up ait été rachetée, notre start-up a été rachetée par une structure américaine, on découvre qu'effectivement, on a envie d'aller voir les start-up parce qu'on a peur qu'il y ait quelque chose qu'on rate. Et souvent, en fait, ce que j'entendais moi, c'était attention, surveille qu'ils ne sortent pas une idée que nous, on l'ait pas. Donc en fait, c'était plus, moi j'avais, bon, c'est des structures dans lesquelles on dépose beaucoup de brevets, j'en ai déposé aussi. Dès qu'on avait une idée, on déposait une brevet. L'idée, c'était pas de partager, l'idée, c'était de protéger et d'empêcher les autres de les utiliser. Donc ensuite, en 2011, j'ai décidé de créer Advise. J'ai pris des choses que j'avais brevetées à Continental et j'ai créé Advise. Et j'ai collaboré avec la SAT, avec le CNRS, j'ai fait des transferts techno. Et donc je trouve que ça, c'est une partie qui est assez simple à mettre en place. Par contre, travailler avec des grands groupes, c'est un enfer. On a fait 14 POC en tant qu'Advise quand j'étais incubé à Nubo et à d'autres endroits. Il n'y en a que 2 qui ont abouti. Après 5 ans, dont un avec Airbus. Mais il a fallu 5 ans entre le moment où on a démarré le POC et le moment où on l'a fini. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont venues pitcher et qui parlent d'open innovation. Mais je ne sais pas si réellement ils ont en tête qu'il faut un budget, un POC, un temps de 2-3 mois de test, et après de leur dire il y a du business ou il n'y en a pas. Il y en a qui perdent en fait leur âme en continuant à faire des POC et en arrivant à rien du tout. Alors c'est vrai qu'il y a un rapport alarmant de la French Tech qui dit que c'est moins de 1%, je crois, ou encore moins, de budget des entreprises, des grosses entreprises est alloué à travailler avec les startups. C'est un problème sur Toulouse, par exemple, on a 60% des startups qui sont en B2B. Si ce n'est pas nos grosses entreprises qui nous donnent l'occasion de jouer, de faire des POC et de pouvoir passer à un niveau industriel, c'est qui va le faire? Advise, celui qui nous a donné notre chance en 2015, c'est Delta Airlines. Alors qu'à Toulouse, on a quand même des gens qui sont équivalents à Delta Airlines. C'est Delta Airlines, on était une boîte à sardines, on était 9. Ils nous ont donné la chance d'avoir un business de 2 millions d'euros. Aucune boîte française, je dis bien aucune, alors qu'on était soutenu par BPI Excellence. Je suis allé à Paris, je ne citerai aucune entreprise, j'ai dû voir à peu près une vingtaine d'entreprises françaises et tous leurs responsables innovation qui m'ont expliqué qu'ils avaient de l'open innovation, qu'on allait collaborer.
Mais rien, on perd du temps. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a peu de budget. Alors, il y a des gens sur Toulouse qui avaient du budget. Il y a Enedis qui est ici et qui organise des sessions où ils ont des POC qui sont financés. C'est déjà bien quand un POC est financé. Mais le problème après, c'est comment on passe à de l'industriel et pouvoir vendre. Donc, ce que c'est discount. Donc, je ne connaissais pas honnêtement les dispositions de ces discounts, mais le fait de pouvoir donner un terrain de jeu à quelqu'un et de lui donner après du business et qu'il puisse aller librement le vendre, je dis bien librement, parce que souvent quand on discute avec des entreprises, ils exigent en fait un temps de 3 ans ou d'exclusivité ou de choses comme ça. Et donc, Open Innovation, oui, l'époque, pourquoi pas, mais le business, surtout. Voilà. Est-ce que Anne-Sophie, vous confirmez effectivement cette vision? Je sais qu'aujourd'hui, WeDid, votre startup, a des démarches, on va dire, assimilables à l'Open Innovation. Alors, en fait, quand je suis partie d'Orange, moi, je suis partie sans rien, hein, alors que j'avais développé un simulateur au sein d'Orange. Bon, je me suis dit, voilà, c'est comme ça. Bref, mais surtout, ce que j'ai dit à mon associé, qui est aussi une ancienne d'Orange, je lui ai dit, pendant 1 an, je veux pas qu'on aille voir Orange parce que je connais la capacité d'Orange, je connais pas les autres groupes, à casser de la start-up. Et je veux pas que ça nous arrive. La deuxième chose que je lui ai dit, de toute façon, on fera pas une levée de fonds avant d'avoir des clients, des vrais clients. Et ben c'est ce qu'on fait en fait. Et l'open innovation telle qu'on la conçoit chez WeDid, c'est absolument pas le nerf de la guerre. D'abord, c'est des clients, c'est du business, voilà. C'est évident. Par contre, ce qu'on a fait très tôt, c'est qu'on a lancé un programme de R&D avec des laboratoires universitaires, en l'occurrence un laboratoire du CNAM, parce que c'est ce que je faisais déjà chez Orange. Et en fait, moi, j'avais constaté que, j'allais dire, l'innovation qui apportait le plus et qui apportait potentiellement de la disruption, et en fait, elle était dans les laboratoires universitaires. Et qu'en France, et c'est connu de tout le monde maintenant, hein, on a un vrai sujet ici sur la relation entre les entreprises et les labos universitaires, la recherche fondamentale, la recherche appliquée, voilà. Et pour moi, l'open innovation, ça devrait englober ça, parce que finalement, c'est là qu'on arriverait à avoir le plus de valeur tous ensemble. Je parle pas moi WeDid ou voilà, mais c'est ça qui manque aujourd'hui, je trouve. Nous on le fait avec nos petits bras, voilà. Mais s'il y avait une structuration de ça, des outils, c'est vrai que, et quand je parle d'outils, c'est par exemple tout l'aspect contractuel, tout l'aspect dépôt de brevet, tout l'aspect comment on s'organise autour d'un NDA. Tout ça, nous, on l'a appris sur le tas. On a probablement perdu beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'on a eu du mal à trouver des gens susceptibles de nous accompagner là-dessus, parce qu'il y en a plein dans l'innovation qui se prétendent experts. Experts en pays, experts en transfert, experts en intelligence collective. Au final, moi, c'est plutôt des gens aujourd'hui que je cherche à fuir, parce que je trouve qu'ils cherchent à vendre des choses qu'ils ne maîtrisent pas, en fait. Voilà. Et c'est ça que j'attendrais aujourd'hui, c'est la discussion qu'on a eue, d'acteurs, pourquoi pas comme la BPI, la French Tech, c'est qu'il y a un cadre un peu plus défini, avec un espèce de toolkit, en fait, autour de l'open innovation, ça nous aiderait beaucoup. Voilà. Alors, avant de faire rebondir Loïc sur ce sujet, je voulais juste, Karim, poser la question. On a parlé peut-être de la culture, justement, anglo-saxonne, américaine, avec Delta Airlines, etc., avec peut-être la place des labos de recherche qui est différente dans leur modèle. Est-ce qu'on peut rebondir peut-être juste sur ce sujet-là qui a été évoqué, sur le fait que vous collaborez beaucoup avec des laboratoires, que les choses sont en train d'évoluer, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? Alors, on parlait de disruption, d'idées. C'est vrai qu'on peut avoir des idées pour disrupter, mais souvent dans les laboratoires, il y a déjà des choses en fait qu'on pourrait récupérer. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a compris. Donc aujourd'hui, on a un exemple où on collabore avec Atoll. Donc tout le monde connaît les opticiens Atoll. Donc on a transféré notre brevet dans les lunettes Atoll pour en faire des lunettes de chute. Donc ça, c'était une première techno. Bon, ça existe. Il y a des bracelets. Nous, on a fait une. Par contre, Atoll a racheté un brevet dernièrement de chercheurs français sur la dyslexie, qui corrige la dyslexie, et donc en collaboration avec nous. Donc là, on est en open innovation. Atoll ne s'est pas développé, a besoin de notre savoir-faire. On a intégré pour eux cette technologie dans des lunettes. Donc on va produire à Toulouse des lunettes qui améliorent la lecture de la dyslexie. Là, on est en plein dans un brevet qui a été trouvé par des chercheurs, une techno que nous, on a adaptée.
c'est une force. Et peut-être que là, on est sur quelque chose de vraiment disruptif parce qu'on a fait des essais, il y a des enfants qui ont été essayés, ça a gagné beaucoup de prix. Là, on est dans la disruption. Et forcément, dans les entreprises, on a besoin d'aller chercher dans les laboratoires. Il y a énormément de chercheurs. La recherche publique est très riche. Ils ne savent pas la valoriser. Donc, c'est important d'aller la chercher, de la ramener. C'est peut-être là qu'on trouvera des choses plus disruptives que de réinventer, en fait, seules les choses. Donc, oui, on a un rapport très fort avec cette partie-là de recherche. Alors j'ai trouvé ça bluffant, je pense que tout le monde a bien entendu. Vous êtes vraiment en train de travailler sur une solution qui, à partir de lunettes, va permettre de supprimer la dyslexie. Alors, supprimer, je ne pense pas que ça supprime. En tout cas, ça améliore, pour les dyslexiques, en fait, il y a un nombre de mots par minute en fait, qui est décelé. Quand ils mettent les lunettes, donc ce sont des lunettes avec des écrans LCD qui oscillent, souvent il y a un brevet donc derrière. Ça permet d'occulter un œil et puis l'autre. La théorie étant que normalement on a un œil directeur, là les dyslexiques auraient 2 yeux directeurs, ça permettrait de corriger et donc d'améliorer la lecture. Ça ne la soigne pas, mais c'est une amélioration de la lecture. Et donc c'est déjà en magasin, enfin à partir du 15 octobre dans les magasins Atoll, et ensuite il y aura une phase de production en octobre-novembre pour une diffusion mondiale. Le brevet est déposé en France, en Europe et au niveau mondial. Et c'est de la recherche vraiment française. Atoll et opticiens, ils ont l'intelligence de pouvoir l'adapter dans des lunettes. Et nous, on apporte tout le côté techno, adaptation et production. Donc, on a de bons espoirs. Voilà. Bah, bravo. Alors, Loïc, justement, sur cette partie, on a évoqué effectivement les problèmes de propriété intellectuelle et peut-être la nécessité ou pas de mettre justement un cadre autour de la collaboration grand groupe start-up. J'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Moi, je reste toujours un peu dubitatif en fait, sur la définition de cadre réglementaire dans le monde de l'entreprise. C'est même un espèce d'oxymore de se dire entreprise et cadre. Et je parle en tant que responsable d'une institution qui est à mi-chemin entre le public et le privé. On est de dynamique privée et puis on agit pour l'intérêt général. Ça a déjà été fait. Il y a eu avec l'Institut Open Innovation, qui était une émanation dans laquelle on était cofondateur avec l'école centrale, de définir une charte de l'Open Innovation. Plein de gens ont signé. Alors là, tous les grands groupes se sont précipités pour signer, surtout les chartes. C'est génial parce qu'il n'y a aucun engagement. Ça a été un fantastique moment de communication. Voilà. Ça n'a à peu près abouti à rien. Surtout, ils se sont empressés de ne pas respecter les engagements de la charte, qui n'étaient déjà pas très épais. Ça a provoqué un dialogue. Moi, ce que je crois fondamentalement, c'est qu'on est sur quelque chose d'abord d'extrêmement neuf. Je disais, on a démarré, et je pense qu'on a été un petit peu pionnier dans la structuration, j'allais dire, du concept en France en 2012, il y a 8 ans. Donc, c'est une histoire de petit enfant. On n'est même pas à l'adolescence. L'univers startup en France, je m'étais amusé pour les 20 ans de la mêlée numérique, non pas écrire un papier sur les 20 ans à venir, mais les 20 ans... il y a 20 ans, c'était quoi tout ça? Qu'est-ce qu'on se racontait comme histoire? Donc je vous invite à retourner sur les pages de la mêlée numérique pour lire mon super papier sur le Minitel. 31 millions d'abonnés au Minitel en France. Donc voilà, on est sur une histoire qui va extrêmement vite, très vite, et donc on doit apprendre grâce à quelques pionniers, dont évidemment les entrepreneurs font partie, puis comme le disait Karim, il y a 30 ans, on en faisait sans le savoir. Donc surtout évitons de poser un cadre au regard d'un existant instantané parce qu'on est dans une histoire en mouvement et on vient de vivre en plus une année qui nous montre que tout peut voler en morceaux pour un bête peut-être pangolin. Donc travaillons avec les grandes entreprises parce que je pense que c'est là que se situe l'essentiel des choses. Moi ce que j'entends c'est que et ce que l'on observe nous de notre prisme avec le nombre de groupes auxquels on travaille, c'est que on voit, et Bastien en est un témoin, que dans de nombreuses organisations, il y a une prise de conscience très rapide des malfaçons de l'open innovation, des défauts, de l'effet d'image. Il est non négligeable, on l'avait évoqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un effet collectif. Enfin, la buzz machine est très puissante pour dire qu'un grand groupe, et puis Anne-Sophie se permettait de citer un nom que je ne reciterai pas, d'une grande entreprise de couleur qui ne s'est pas toujours très bien comportée. Il y en a d'autres. Il y en a une autre qui n'est pas très loin sur cette couleur-là dans le registre et qui distribue du courrier, qui aussi a fait beaucoup de mal. Et ça, j'ai aucun problème. Bon, là, je me retiens un peu, mais à l'évoquer parfois parce que ça casse des dynamiques entrepreneuriales et ça en y est fondamentalement attaché. Donc vraiment, c'est un travail qu'on doit faire. C'est de la formation, c'est de l'apprentissage, c'est de l'itération, c'est de l'amélioration de process, plutôt que du cadrage juridique. Et après, sur les experts, je vous laisse libre de l'appréciation des experts que vous avez pu rencontrer. Je suis convaincu qu'il y en a des très bons qui aujourd'hui justement ont la capacité d'aider les entreprises, à nous aussi d'être sélectifs
quand je dis nous, moi je me pose en tiers de confiance dans ce paysage-là pour dire aux startups, n'allez pas voir n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, que ce soit une grande boîte, un expert, comme un investisseur ou un client. Alors, parfois, il faut juste, quand on est une start-up, c'est aussi plus facile d'avoir un point d'entrée dans un grand groupe, parce que quand c'est des grands groupes avec 100 000 salariés, effectivement, ces démarches ont fait du mal à des start-upers, mais ont facilité l'accès aussi, parce que parfois les start-up ne sont pas très bonnes commercialement. Mais bon, c'est une autre histoire. Je voulais réimpliquer Bastien. Bastien, tu es toujours là? Alors, Bastien, tu m'entends? Très bien. Ouais, alors, je ne sais pas si tu as pu entendre un petit peu les échanges qu'on a eus jusqu'ici. Une partie, un petit peu de loin, mais je vais peut-être pouvoir rebondir sur quelques éléments que j'ai cru comprendre. Voilà. La question que j'avais, c'était est-ce que tu penses qu'effectivement il est nécessaire de mettre un cadre ou pas pour faciliter cette collaboration d'Open Innovation grand groupe startup, ou même pas d'ailleurs, grand groupe avec qui on veut hein. Alors j'ai cru comprendre, je sais pas si Karim ou Loïc parlaient là en dernier sur le sujet du cadre. Je pense qu'il faut dissocier cadre, process, méthode avec charte. Pour moi, une charte, c'est pas nécessairement ça qui va aider les collaborateurs à travailler. En revanche, quand on propose un cadre, pour moi, un cadre, c'est une série d'outils et de méthodes qui vont permettre à n'importe quel collaborateur de répondre à un besoin, à une douleur immédiate, en travaillant avec une startup, en la rémunérant, même si c'est une expérimentation, hein, en la rémunérant et en pouvant tester rapidement si elle peut lever son problème. Pour moi, c'est ça un cadre. C'est dire, très simplement, tu souhaites travailler avec cet acteur-là, ben, on imagine que c'est une startup, on va aller vérifier qu'en effet, c'est un acteur qui a un besoin d'aller vite et on va te mettre à disposition un process. Alors j'entendais parler de juridique, par exemple juridique, où pour moi c'est un bon exemple dans la mesure où quand on propose à un métier, à une start-up de travailler sous une lettre d'intention de 3 pages versus un contrat de 80, c'est un cadre qui est important. On utilise d'ailleurs le terme de cadrage dans les relations aux startups, ça fait partie de notre process. Le cadrage, c'est quoi? C'est soit le métier, soit l'innovation plus le métier, qui va aller challenger le projet, qui va aller challenger la collaboration qu'on va mettre ensemble pour s'assurer que ce soit vraiment le chemin le plus court qui soit emprunté. Ça, c'est un élément de cadrage qui est nécessaire, indispensable pour pouvoir s'assurer qu'on réduise le périmètre, donc qu'on puisse donner accès à un process, à un cadre qui soit allégé et donc réduire les risques. Si on arrive à donner ce cadre-là, on peut alors, à mon sens, donner toutes les clés aux collaborateurs pour innover aux côtés de tiers de par eux-mêmes, et donc c'est l'innovation par les métiers pour les métiers, non pas l'innovation par l'innovation pour les métiers, ce qui fait qu'en fait on arrive à vraiment créer de l'expérimentation très récurrente. Voilà. Ça, c'est le premier point. Si je peux juste clôturer sur un dernier point. Donc, j'entendais parler de POC pour POC. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, mais en fait, pour moi, ça n'en est pas vraiment un. Donc, on entend beaucoup de grands groupes qui disent attention, il ne faut pas faire des POC pour faire des POC. Pour moi, ce sont ceux qui n'ont pas forcément trouvé les clés pour réussir à vraiment transformer ces POC en une série de ROI qui sont intéressants. J'ai entendu parler d'études de French Tech. Alors, je pense que c'était Karim qui parlait de ça. Moi, ce que j'avais lu dans une étude French Tech en 2017, c'est qu'il y a une boîte sur 2 du CAC en 2017 qui faisait entre 0 et 5 expérimentations avec des startups avec un taux d'industrialisation à 30%. Donc, si je fais le calcul pour vous, ça veut dire qu'en 2017, il y a la moitié des 40 plus grosses boîtes françaises qui industrialisaient, donc qui signaient un contrat à la fin avec 1 à 2 startups par an. Donc, in fine, on n'est pas non plus sur du POC à tout va. Et pour ceux qui auraient tendance à faire beaucoup d'expérimentation, je les invite à les rémunérer d'une part, et surtout je les invite à les mesurer. Une fois de plus, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est ça qui nous permet, nous, d'industrialiser et de faire que ça devient un vrai outil pour les métiers, c'est de pouvoir dire à la fin de l'expérimentation, au bout de 2 mois, on s'était fixé tels indicateurs, on les a relevés, c'est le métier qui les a relevés, donc on ne les fausse pas via un regard innovation ou autre équipe, et donc on peut prendre la décision d'industrialiser. C'est nécessaire pour passer des 34% aux 65% qu'on a réussi à atteindre. Merci beaucoup. Alors, Anne-Sophie. Alors, quand je parlais de cadre, moi, effectivement, je faisais plutôt référence à une... Je veux bien que tu lui donnes le micro, Bastien. Pardon ? Je veux bien que tu lui donnes le micro, peut-être pour que je puisse entendre la réponse, ça m'intéresse. D'accord. J'étais plutôt sur un guide méthodologique. Voilà, en fait, une série d'outils sur lesquels on pourrait s'appuyer en fait pour mettre en place des collaborations en mode open innovation. Je trouve très intéressant ce que vient de dire Bastien sur les POC. Moi, j'ai un ami qui en est pas sa première entreprise à succès. C'est un Américain qui l'a vendu, notamment sa dernière boîte à Visa.
Et lui, en fait, lui, je l'ai rencontré, je l'ai mis en relation avec Orange, en fait. Et lui, il a supprimé de son vocabulaire depuis des années le mot POC. Lui, il parle avec ses clients de phase 1. Il dit, voilà, il faut sortir de l'esprit des gens qu'un POC, c'est un truc, en gros, on met une pièce dans une machine, on voit s'il y a un truc qui sort, et puis ça peut s'arrêter là. Pour lui, c'est le début d'un projet, et c'est bien ça de ce dont il s'agit aussi côté start-up, quoi. C'est que moi, j'en vois beaucoup, et je rejoins Bastien, qui lancent des POC et qui ne mettent pas de KPI derrière. Ils ne savent même pas, en fait, ce qu'elles cherchent à démontrer, parce que normalement, un POC, c'est ça, c'est une preuve de concept, voire une preuve de valeur, au mieux. Donc c'est vrai qu'on en revient toujours à ça, il faut des chiffres pour pouvoir convaincre de passer à la phase 2, et c'est ça qui manque parfois dans la culture française, je trouve, c'est ce pragmatisme en fait. Alors justement, est-ce que Karim, dans le cadre des actions d'Open Innovation que vous avez pu faire avec les laboratoires, globalement il y avait les SATT qui étaient peut-être des intermédiaires entre les deux. Est-ce qu'au final, parfois ça manque pas peut-être d'intermédiaires pour réussir ces collaborations d'Open Innovation ? Déjà, là, on parle des points d'innovation, mais c'est nous qui avons fait le choix d'aller voir la SATT. Donc là, il n'y a pas de... On savait ce qu'on voulait. La SATT, nous, a agi comme un accélérateur. Tout le monde ne connaît peut-être pas les SATT. Les SATT, en fait, c'est les sociétés d'accélération de transfert technologique. Donc il y en a une à Toulouse, il y en a un peu partout en France. Par exemple, pour signer un contrat avec le CNRS, c'est quasi impossible pour une start-up comme Advise. J'ai fait une thèse, bourse CIFRE. J'ai signé un contrat qui est épais avec le CNRS dans lequel on était d'accord en gros pour partager toutes nos IP et tout ce qu'on trouvait. Enfin, moi, il y avait des choses qui étaient très dures pour nous à accepter, mais qu'on ne pouvait pas faire autrement. Avec la SAT, ça a facilité le transfert. Il y a eu une période de maturation qui a été payée par la SAT et qui nous a permis de récupérer une licence exclusive sur un brevet particulier. Voilà, donc ça c'est un système qui nous a permis à nous de nous aider, de faire du transfert pas facilement, mais plus facilement que si on l'avait fait directement. Bon, il existe d'autres, il y a le CEA Tech qui fait un peu la même chose, mais c'est pas tout à fait, c'est de l'open innovation aussi, mais pas comme la SAT, pas du transfert technologique. Voilà. D'accord. Alors est-ce que Loïc, au final, au regard de tous les échanges qu'on vient d'avoir jusque-là, on n'entre pas un petit peu peut-être dans une nouvelle ère justement de l'open innovation, avec des nouveaux types de collaborations? On parlait des collaborations grand groupe, par exemple, qui sont de plus en plus importantes sur Paris notamment. Je pense à peu près partout. Les grands groupes sont pas. Enfin, ils ont un siège à Paris, c'est notre petit avantage, mais ils sont heureusement présents un peu partout en France et plus largement mondiaux. Oui, c'est pour ça que je reprenais ce chiffre des occurrences du terme start-up ou open innovation dans les rapports annuels pour bien montrer que l'open innovation est, dans de très nombreux cas, un sujet avec les laboratoires de recherche, avec les ETI qu'on oublie trop souvent dans notre pays. On passe complètement à côté de l'entre start-up et grands groupes, et de grands groupes à grands groupes. Et effectivement, c'est ce qu'on a observé, nous, ces 3 dernières années. C'est une massification de cette relation inter-grands groupes autour de l'innovation, et avec des choses extrêmement intéressantes pour l'univers start-up, parce que ça permet de repérer un peu des trous dans la raquette. On va toujours parler un peu des zones de concurrence entre groupes, mais il y a aussi des trous. Le client va passer d'un groupe à un autre, à un moment ou à un autre. Nous, on prend toujours l'exemple, quand on avait le droit de le faire, d'un touriste japonais qui veut venir à Paris. Il va prendre un avion, Air France, il va arriver à l'aéroport de Paris, il va prendre la RATP, il va aller aux Galeries Lafayette, il va aller chez Sodexo pour un cocktail ou un truc, etc. Et en fait, ces 5 grands groupes ont le même client. Et ça, l'open innovation est un outil formidable pour se le rappeler et du coup repérer tous ces moments où on n'est pas dans le core business du groupe et donc il y a de la place pour les plus petits et c'est là-dessus que nous on va travailler massivement. Je vous invite à suivre et je vais m'assurer qu'on le mette parfaitement en ligne et normalement il n'y a aucun souci là-dessus. La prochaine réunion du Club Open Innovation de Paris & Co, donc aux Toulousains de venir un peu sur Paris, en ligne, on va rendre compte justement de cette étude qu'on a réalisée avec Conseil et Recherche, qui est extrêmement riche et dans lequel il y a peut-être des éléments de départ d'un guide méthodologique, mais il ne viendra pas de nous, il viendra des entreprises elles-mêmes. C'est surtout des cas pratiques, c'est-à-dire c'est des exemples de réussite et d'échec, d'incertitude, de comment chaque groupe a tâtonné, parce que tout le monde a tâtonné avec quand même une vitesse, enfin j'insiste là-dessus, ça a démarré il y a 8 ans, et il y a quand même de très 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 belles choses qui sont faites, donc il y a de la casse, mais il y a aussi énormément de marge de progrès. Donc j'enverrai à Edouard Forzy évidemment la date de cette réunion pour le regarder en ligne. Je pense que ça vaut le coup que effectivement, en fait, cette information-là soit massivement diffusée parce qu'elle doit nous aider à progresser.
Tout à fait. Anne-Sophie, on avait évoqué aussi la place de l'économie sociale et solidaire, aussi dans l'open innovation, qui aujourd'hui, effectivement, n'a pas forcément encore toute sa place dans l'économie générale. Est-ce que l'open innovation est justement un levier pour pouvoir favoriser le développement des ESS ? Probablement, mais là on entre encore dans une autre complexité et une autre frontière, j'allais dire. Donc moi j'ai créé We Did, mais j'ai aussi créé une autre société qui s'appelle l'Académie d'art oratoire de Toulouse, qui vise en fait à réduire la fracture rhétorique. C'est-à-dire que dès lors qu'une personne s'exprime, on sait d'où elle vient, en fait. Et j'allais dire, en France, on sait aussi où elle va, ou jusqu'où elle peut aller. Et c'est injuste, en fait, pour la faire très courte. Et donc, à cette occasion-là, moi, j'ai découvert un univers que je connaissais pas du tout, qui est celui des associations et aussi des fondations d'entreprises. Et j'ai découvert un univers qui ne bénéficie pas aujourd'hui de la technologie autant qu'il le devrait, en fait, et ça c'est une autre source d'inégalité. Et c'est vrai que c'est ce qu'on avait essayé de lancer avant le confinement, donc je vous avoue que ça a été un peu difficile, mais notre idée c'est d'amener la rhétorique et la réalité virtuelle, c'est-à-dire ma technologie chez We Did, pour par exemple entraîner des collégiens du Mirail à pouvoir s'exprimer en public et créer des concours, voilà. Et on a beaucoup de difficultés parce que côté association, en fait, ils parlent pas la même langue que nous, donc on est en train d'apprendre cette langue-là, et voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce volet-là, pour moi, qui reste à intégrer dans l'open innovation. Très bien, on verra dans le futur. On souhaite un bon succès pour ces initiatives. Est-ce que, Karim, on l'avait pas évoqué, mais est-ce que côté French Tech, est-ce qu'il y a des directives aujourd'hui, des orientations, des objectifs de collaboration justement entre les startups et les grands groupes notamment ? En fait, on a quelques groupes de travail, comme le groupe Deep Tech ou le groupe Business. Et comme il y a des entrepreneurs à la tête de la French Tech sur Toulouse, l'idée, c'est vraiment business, business, business. Il y a effectivement, on soutient aujourd'hui Meet the Big. On est un tout petit peu critique pour essayer de pousser les grosses entreprises à faire un peu plus et aider les startups, et surtout, en fait, à avoir des projets qui puissent les aider comme ça. Donc oui, on a des engagements de rapprocher les startups. Pas uniquement des grands groupes, parce qu'on a cité tout à l'heure, Sébastien parlait des entreprises du CAC 40, mais on a beaucoup de TI, en fait, énormément de TI qui pourraient faire pas mal de choses sur Toulouse, il y a énormément de TI. Donc oui, l'objectif c'est de rapprocher, l'objectif c'est de cartographier, et l'objectif c'est d'essayer de faire qu'ils puissent collaborer plus, parce que de toutes les façons, pour une start-up, c'est toujours bien, quand on fait une présentation, de mettre des noms connus que de dire moi je fais des maisons de retraite, j'ai rien contre les maisons de retraite, j'ai débarrassé dans des maisons de retraite, mais quand je cite une maison de retraite au fin fond de je ne sais où, ça n'a pas le même impact que quand je mets Delta Airlines ou American Airlines sur une présentation. Après, il faut que ça fasse du business. Donc oui, on a un objectif de soutenir ce lien entre les startups et les grands groupes. Très bien. Bastien, hop, je récupère l'autre micro. Bastien, est-ce qu'effectivement il y avait un message de la fin ? On arrive sur la fin de la table ronde. Je sais que vous aviez une actualité, il y a une appel à candidature qui est en cours. Oui, en effet, il y a un appel à candidature qui est en cours pour The Warehouse, qui recrute sa 4e promotion pour rejoindre donc le programme de co-design. Donc je vous invite à chercher The Warehouse Cdiscount sur Google et vous allez tomber sur une page de candidature. Ça, c'est pour la petite actualité. Je viens de voir en dernière actualité, il y a quelques minutes, officiellement Exotech, le cas que je citais en début de table ronde, vient de lever 90 millions d'euros. Donc ça clôture la belle histoire que j'ai commencé à raconter il y a maintenant 30 minutes. Là, bravo. Et pour rebondir sur un des derniers sujets qui a été évoqué, je pense qu'en effet, il faut essayer de s'appuyer sur des gens qui ont cette bonne vision du sujet pour aller travailler sur des sujets environnementaux et sociétaux. On a fait vraiment d'une priorité sur tous nos programmes d'aller travailler sur l'impact carbone du transport, sur l'économie circulaire et sur l'inclusion. Donc c'est vraiment des axes qu'on inclut dans tous nos appels à projets. J'insiste là-dessus, on pourra citer plein d'exemples. Il y a notamment un exemple dernièrement qui est superbe, pour montrer qu'on peut faire rapidement de très belles choses. On a travaillé avec une startup lilloise qui s'appelle Agricoli. On a co-designé leur projet ensemble en début 2019. Agricoli, ça vise à distribuer les produits de plus de 30 kilos sur des points relais qui sont tout simplement des exploitations agricoles. Ça permet d'une part de réduire la distance de transport pour nos transporteurs. Ça permet aussi de créer du lien entre les exploitants et les populations. Et surtout, ça permet de créer du revenu, parfois jusqu'à 1 000 € pour ces exploitants.
ce qui du coup crée quand même un très bel équilibre sociétal. Ça seul, on n'aurait pas réussi à le faire. Et donc une fois de plus, tous les sujets qu'on vient d'évoquer, il faut essayer de les mettre dans un contexte de responsabilité, et on peut réussir à faire facilement de très belles choses. Donc il faut, je pense, inclure cet aspect dans tous nos appels à projets et dans toutes vos réflexions. Merci beaucoup. Merci à tous en tout cas. Alors Luc, fin de cette conférence, je l'avais promis en introduction qu'on ferait peut-être une projection ensemble en tant qu'expert de l'open innovation sur le futur de l'open innovation. On a évoqué un modèle en fait d'open innovation qui se rapproche un peu du modèle de Wikipédia. Avec une autorégulation du modèle par lui-même. Ça m'a laissé rêveur et j'avais envie de finir sur les 3 dernières minutes sur te laisser la parole pour évoquer peut-être comment tu vois l'open innovation dans le futur et même rêvons, soyons utopistes dans l'idéal. Bon, je ne sais pas ce que j'avais pris au petit déjeuner au moment où on échangeait, mais si, je retrouve à peu près le fil des idées. Mais ça rejoint un peu ce qu'on disait avec Anne-Sophie sur sur un guide méthodologique, enfin le Wikipédia. Non, je me marrais parce qu'en fait, il y avait vous voyez, François Langlais, ce journaliste du Point, qui a fait une petite sortie, je ne sais plus quelle était la stupidité qu'il a sortie. Et donc, il y a des petits malins qui sont allés rajouter une petite phrase dans sa page Wikipédia pour se moquer un petit peu de lui, disant qu'il était en lice pour le prix Nobel pour la bêtise qui venait de sortir. Et ça a été corrigé en 9 minutes. Donc, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de me dire qu'en fait, en 9 minutes, un système quasi universel, Wikipédia, est modifié, corrigé et une fake news est convertie. Pour le bien de François Langlais d'abord, qui reste un bon journaliste, il n'y a pas photo, mais et pour le bien de tous, ceux qui vont aller rechercher l'information. Et finalement, dans le monde de l'open innovation, et on en revient aux exemples des grandes entreprises sur qui on a un tout petit peu tapé gentiment, Orange ou La Poste, je peux les citer maintenant, c'est justement cette démarche d'information. Enfin, le monde startup est un monde hyper communicant. Moi, je m'amuse toujours avec un autre chiffre, j'adore les chiffres, je suis désolé. 15 000 globalement, allez, on n'en sait rien puisqu'on n'a pas défini la startup, 15 000 startups en France, 3 millions d'entreprises. Une fois qu'on s'est dit ça, on peut reprendre aussi le nombre d'emplois, 32 millions de salariés dans les entreprises françaises, autour de 150 000 dans les startups. Voilà. Mais par contre, c'est 98% de l'espace médiatique. Et la mêlée est très bien placée pour le savoir. Donc, c'est un outil formidable qu'il faut utiliser. Et donc, s'il y en a un qui fait des bêtises, il faut le dire. Il faut le faire savoir, il faut lui dire parce qu'il ne s'en aperçoit pas toujours. C'est-à-dire, je pense que des très grandes maisons extraordinaires, comme celles qu'on cite, Orange et La Poste, sont des maisons extraordinairement innovantes, très engagées, mais qui font des bêtises parce qu'elles sont très grandes et qu'elles écrasent un peu les pieds des plus petits. Si on n'est pas là, et moi je me pose un peu dans cette mission-là, on a un rôle un peu, je ne sais pas de régulateur, mais d'agitateur là-dessus pour dire, là vous avez fait mal, dans tous les sens du terme. Alors le Wikipédia de l'open innovation, c'est peut-être effectivement une base d'information. On ne va pas s'amuser parce qu'on est dans un monde de la délation et du truc, c'est pas très drôle. Ça ne m'intéresse pas, mais voilà, comment arrivons-nous à construire un système un peu d'intelligence ouverte, plus que d'innovation ouverte, et qui permet effectivement de passer l'information, de la transmettre, et vraiment dans le respect de chaque organisation. J'ai beaucoup de respect pour les grandes entreprises, j'ai beaucoup de respect pour les petites entreprises. Il y en a qui font des bêtises de côté. Comment agissons-nous ensemble pour finalement nous transmettre l'info de façon raisonnable et que chacun puisse progresser dessus. Merci beaucoup, c'était parfait. C'était une note d'espoir. Effectivement, sans tomber dans la délation, comment réussir à inventer un modèle autorégulé et performant qui permet l'amélioration continue. On verra, c'est un sujet de start-up peut-être pour certains. Merci à tous pour votre présence à cette table ronde. C'était très intéressant. Je pense que pour tous ceux qui innovent au quotidien, c'est des vrais sujets, des vraies problématiques qu'on a évoquées. Merci beaucoup à Bastien d'être à distance. Et à très bientôt pour la suite des événements de la mêlée numérique et de cette journée dédiée aux startups et à l'innovation. Merci. Merci. Merci.